Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Méran, professeur de sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons du Nicaragua. Que reste-t-il des idéaux révolutionnaires? Au Nicaragua, le président sortant Daniel Ortega a été réélu le 7 novembre dernier pour un 4e mandat. Une élection sans véritable opposition, où ses principaux rivaux ont pour la plupart été emprisonnés. Son parti, le Front sandiniste de libération nationale, à l'origine, était un mouvement révolutionnaire socialiste qui partageait les idéaux propres à la gauche latino-américaine des années 60. Le mouvement est nommé en l'honneur du héros de la résistance à l'occupation américaine au Nicaragua, César Agustino Sandino. C'est en juillet 1979 que les sandinistes prennent le pouvoir au Nicaragua, mettant fin à 45 ans de dictature corrompue et répressive de la famille Somoza. Cet épisode est alors porteur d'espoir dans ce pays aux profondes inégalités sociales. Et c'est Daniel Ortega, surnommé El Comandante, qui dirige la junte et prend le pouvoir. Il organise le pays en comités locaux et régionaux, avec le soutien d'organisations de travailleurs et de jeunes. Il lance un vaste programme d'alphabétisation qui permet de faire tomber le taux d'analphabétisme de 50 à 13 %. Pour faire face aux attaques des forces contre-révolutionnaires honduriennes financées par les États-Unis, les Contras, Ortega crée une armée populaire sandiniste et bénéficie du soutien soviétique et cubain. Il est élu président en 1984. Dans les années 90, le mouvement sandiniste laisse sa place à un gouvernement de droite néolibéral. Et en 2006, Daniel Ortega revient au pouvoir avec une vision changée. Les idéaux de gauche sont mis de côté pour faire place à une vision où se côtoient capitalisme et autocratie. Depuis, l'ex-révolutionnaire dirige le pays d'une main de fer, en concentrant le pouvoir autour de sa personne et de sa famille. Comment expliquer cette évolution politique au Nicaragua? Pour nous éclairer, je reçois Garance Robert, doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal, spécialiste de la question des droits humains au Nicaragua et au Guatemala. Bonjour, Garance Robert. Bonjour. Revenons d'abord sur cette élection du 7 novembre 2021 qui a de nouveau et sans surprise porté Daniel Ortega au pouvoir. Alors, cette élection a été saluée par la plupart de ses partenaires habituels, la Russie, Cuba, le Venezuela, beaucoup moins par les autres. Pouvez-vous nous expliquer un peu le contexte dans lequel s'est déroulée cette élection du 7 novembre? Oui, le contexte de cette élection du 7 novembre, c'est un contexte de verrouillage total, de muselage de l'opposition, puisque la grande majorité des opposants sont soit en prison, soit en exil. Toutes les personnes qui ont eu des velléités de se déclarer pré-candidats à l'élection présidentielle au début de l'année 2021 ont été emprisonnées. Celles et ceux qui ont vu le vent tourner, entre guillemets, sont partis, souvent au Costa Rica voisin. Et puis, le Nicaragua est dans un contexte, depuis plusieurs années maintenant, d'absence totale d'indépendance des institutions et des pouvoirs qui ne sont pas le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et législatif, et les organes de contrôle électoral. Tout ça est entièrement contrôlé par le parti au pouvoir, le FSLN, le Front sandiniste de libération nationale. Alors, Ortega donc, verrouille le système, s'est installé durablement au pouvoir. Essayons de comprendre un peu comment tout ça s'est produit sur la plus longue période. Revenons aux années 80. Pour beaucoup de gens de ma génération, les sandinistes représentaient un idéal révolutionnaire dans le contexte de la guerre froide, avec une aspiration démocratique, anti-impérialiste. Pouvez-vous nous expliquer un peu qui était ce Daniel Ortega qui arrive au pouvoir pour la première fois il y a maintenant plus de 40 ans? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs lectures de la révolution sandiniste. La première lecture, c'est celle qui a été, je dirais, celle qui était la plus en vogue en Amérique du Nord, en Europe, et disons dans les pays où elle a inspiré beaucoup de personnes qui avaient des idéaux assez similaires, qui étaient celle d'une révolution pluraliste, une révolution démocratique, une révolution non alignée. Et qui aurait, au cours des années 80, qui aurait été poussée dans ses retranchements par l'agression impérialiste des États-Unis. Et ce serait pour cette raison-là qu'elle aurait commencé à prendre un certain nombre de traits autoritaires. Mais dans l'idée, c'était une révolution noble, entre guillemets. Une autre lecture, c'est de dire que dès le départ, en fait, un certain nombre de personnes qui étaient les cadres finalement du Front sandiniste de libération nationale, n'avaient pas un projet démocratique dans le sens d'une démocratie libérale, comme on l'entend, disons, généralement,
voilà. Donc, si on adopte cette seconde lecture, qui est de dire que très certainement qu'il y a tout un tas de personnes au sein du FSLN qui avaient des idéaux et qui croyaient en ces idéaux émancipateurs, mais que la révolution était un projet autoritaire dès le départ, c'est finalement assez peu étonnant que Daniel Ortega, lors de cette deuxième étape de la révolution, c'est lui-même qui parle en 2006, quand il se fait réélire pour la première fois, de deuxième étape de la révolution, ne rompt pas finalement avec ce projet autoritaire. Cela dit, il y a quand même de grosses différences entre le régime qui a été mis en place à partir de 79 et qui perd les élections en 89 et qui perd le pouvoir en 90 au moment de l'accession au pouvoir de Violeta Chamorro, et le régime de Daniel Ortega tel qu'il existe et tel qu'il se développe depuis 2006. En 79, c'est tout de même un parti-État qui arrive au pouvoir, c'est tout de même un parti qui arrive au pouvoir qui coopte l'État, et les élections de 84 sont pas des élections tout à fait libres, mais sont tout de même les premières élections nicaraguayennes, tandis que le régime qui se met en place à partir de 2006 est un régime personnaliste et qui se centre autour de la famille d'Ortega. Ouais, justement, parlons de cette famille. Donc, on comprend bien qu'il y a eu un ferment, disons, autoritaire depuis le début du parti sandiniste en 1979. Il y avait tout de même, si j'ai bien compris, dans les années 80, un parti révolutionnaire de masse qui entourait Ortega. Et comme vous le dites, aujourd'hui, Ortega est essentiellement à la tête d'un régime familial, clanique, dans lequel son épouse joue un rôle important puisqu'elle est vice-présidente. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment fonctionne ce régime clanique familial de Daniel Ortega aujourd'hui? Oui, c'est un régime tout à fait classique dans le contexte centra-américain, dans le sens où il s'agit d'un régime caudilliste, si on peut appeler ça comme ça, qui se centre autour d'une personne et de son clan, de sa famille, comme vous l'avez dit. Ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que Daniel Ortega reste quand même une figure révolutionnaire. Donc bien sûr que l'État est coopté par cette famille, qu'il s'agit principalement des proches d'Ortega, qui sont les personnes qui détiennent le pouvoir et qui tirent les ficelles, entre guillemets. Mais le parti FSLN continue à exister et continue à avoir tout de même un certain poids. C'est-à-dire que le peu de partisans du FSLN qui restent au Nicaragua, et il reste un certain nombre de gens qui croient encore dans le comandante et dans cette seconde étape de la révolution. Ce peu de personnes continuent à adhérer grâce au parti sandiniste, mais dans les faits, ce sont principalement ses proches, donc effectivement sa femme qui est vice-présidente, ses enfants, et des personnes qui sont encore une fois proches de ces personnes-là qui sont à des postes clés et des postes de pouvoir. Alors, dans cette transition des années 80 à aujourd'hui, il y a aussi la dimension idéologique. Le Front sandiniste était un mouvement socialiste, un mouvement de libération nationale. Et aujourd'hui, Ortega défend des positions qui sont sur le plan économique néolibéral et sur le plan social extrêmement conservatrices. Comment expliquez-vous cette transition? Est-ce que c'est seulement Ortega qui a vieilli ou y a-t-il quelque chose derrière? Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect économique, comme vous venez de le dire. Cet aspect-là, il est en acte très différent de ce qu'il est en rhétorique. C'est-à-dire que la rhétorique continue à être une rhétorique anti-impérialiste, une rhétorique d'assistance aux plus vulnérables, d'aide économique aux personnes qui en ont le plus besoin. Et effectivement, Ortega a mis en place tout un tas de programmes sociaux qui ont été très importants au Nicaragua à partir de 2006. Et je pense que c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a réussi à continuer à avoir une certaine adhésion jusqu'à récemment. Et puis, dans les faits, ça reste un très bon élève du FMI. La politique fiscale du Nicaragua est quasi inexistante, etc. Sur le plan, disons, plus social, plus des mœurs, j'ai l'impression que ça vient particulièrement d'une forme d'opportunisme qui est liée à l'importance d'être allié avec l'Église catholique en premier lieu, plus marginalement des églises évangéliques qui sont
en montée croissante au Nicaragua depuis une vingtaine d'années. Pardon. Et donc finalement, au moment de son retour au pouvoir en 2006, Ortega comprend qu'il faut s'allier l'Église et que pour s'allier l'Église, il faut avoir des positions très conservatrices, notamment sur la question de l'avortement, où, je le rappelle, le Nicaragua est un des seuls pays au monde où l'avortement est complètement interdit. C'est-à-dire que même l'avortement thérapeutique est interdit quand il menace la vie de la mère. Alors, si on regarde la région dans son ensemble, l'Amérique centrale que vous connaissez bien, bon, on observe qu'il y a quand même, par exemple, il vient d'y avoir au Honduras une alternance politique qui a mené la gauche au pouvoir. Le Costa Rica est considéré comme une démocratie plutôt exemplaire. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, Ortega va réussir à se maintenir au pouvoir éternellement ou voyez-vous pointer des facteurs qui pourraient entraîner un changement de régime? C'est difficile à évaluer puisque le moment où on a cru qu'on allait assister à la chute d'Ortega, c'est-à-dire en 2018, c'est tout le contraire qui est arrivé. Donc je fais un petit retour sur 2018. En 2018, on a assisté à une véritable insurrection populaire à la suite d'un incendie d'une part dans une réserve naturelle du Nicaragua, d'une réforme de la sécurité sociale d'autre part, qui a mené à des manifestations d'ampleur inégalée au Nicaragua. Et donc, ce mouvement social, il a été réprimé dans le sang. Et plutôt que d'aboutir à la chute d'Ortega, ce qu'on pensait qu'il allait arriver, bon, d'une part, puisqu'on voyait bien que la grande majorité du peuple nicaraguayen était contre lui, et puis d'autre part, puisque ça a mené à une telle déstabilisation du pays qu'on pensait qu'il allait être asphyxié économiquement. Et malgré ça, le pouvoir n'est pas tombé. Plus récemment, le Covid-19 aurait pu aussi avoir cet effet-là de déstabilisation et d'asphyxie économique, puisque le Nicaragua dépend quand même en grande partie des rentrées d'argent liées au tourisme, et que le tourisme a été entièrement suspendu. Il n'y avait même plus d'avions qui rentraient au Nicaragua pendant disons, le plus fort de la crise. Et donc, malgré tout ça, finalement, le pouvoir continue à se maintenir. Le pouvoir continue à se maintenir très, très certainement parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'il sait que s'il le perd, ils vont être poursuivis, ils vont être jugés et ils seront très certainement condamnés très lourdement pour les crimes commis. Ce qui pourrait éventuellement faire bouger les choses, ce serait des sanctions très fortes de la part notamment des États-Unis et de l'Europe, des sanctions qui ont été prises assez récemment. Il y a un certain nombre d'avoirs aux États-Unis qui ont été gelés des avoirs de la famille d'Ortega qui ont été gelés par les États-Unis, l'Europe qui a pris des sanctions contre le Nicaragua, mais malheureusement, le Nicaragua a aussi d'autres partenaires économiques, notamment Taïwan, et ces partenaires économiques ne conditionnent pas leur aide à un quelconque respect des droits humains, et donc il est difficile d'imaginer que ces leviers, finalement, soient parfaitement efficaces. Le seul espoir, je dirais, des Nicaraguayens et des Nicaraguayennes aujourd'hui, ce serait la santé du président. La santé de Daniel Ortega est très mauvaise, il est malade, il est atteint d'une maladie auto-immune depuis plusieurs années maintenant. C'est de notoriété publique, c'est-à-dire qu'il va souvent se faire soigner à Cuba. Et simplement, on ne sait pas, évidemment, il y a un secret d'État énorme autour de cette question-là, donc on ne sait pas où en est la maladie et à quel point il a du temps devant lui ou non. Et je pense que si Daniel Ortega venait à mourir, il serait très difficile pour les personnes qui l'entourent, et notamment sa femme, qui serait finalement son héritière naturelle au moment de sa mort, de continuer à tenir le consensus qui est actuellement le consensus qui existe autour de Daniel Ortega. Daniel Ortega, qui, je le répète, est une figure révolutionnaire, qui est une figure d'un homme aussi, et donc qui tient finalement encore un tout petit peu les personnes autour de lui. Et je pense que s'il venait à mourir, il y aurait une crise interne assez forte au sein du FSLN qui mènerait finalement à une implosion et qui permettrait peut-être une transition démocratique ou non. Alors, Garance Robert, j'imagine que vous allez continuer à suivre la situation au Nicaragua avec attention, mais je voudrais vous poser une question plus personnelle. Je voudrais poser une question à la chercheuse, finalement. Vous travaillez sur le Nicaragua, votre travail est essentiellement qualitatif, repose sur des enquêtes de terrain, et
comme vous l'avez bien montré, c'est non seulement un régime autoritaire, mais c'est un régime autoritaire qui s'est durci. Dans ces conditions, comment fait-on des recherches sur un pays qui doit être devenu très difficile d'accès? Oui, effectivement, le terrain au Nicaragua, dans les conditions actuelles, est quasiment impossible. Il serait peut-être éventuellement possible si je parvenais à changer d'identité ou davantage si j'arrivais à effacer mes traces, notamment sur Internet, ce que je ne compte pas faire. Le problème concerne particulièrement la mise en danger d'autrui, c'est-à-dire que il y a assez peu d'histoires de personnes de nationalité étrangère qui sont emprisonnées, qui sont torturées et qui sont victimes d'exactions au Nicaragua. Ce qui leur arrive généralement, c'est qu'ils sont simplement reconduits à la frontière ou tout simplement on leur refuse l'entrée. En revanche, il est possible que j'expose les personnes avec qui je souhaite faire, par exemple, des entretiens, si jamais, effectivement, je parvenais à rentrer. Après, ce sont des personnes qui ont un libre arbitre et une agentivité. Donc, s'ils me répondent, c'est qu'ils ont aussi conscience des risques. Je préfère tout simplement ne pas prendre ces risques. Je pense que c'est plus simple. Et l'autre avantage, si je puis dire, dans le cadre de mon enquête, c'est qu'elle porte sur des personnes qui se définissent comme défenseurs et défenseuses des droits humains. Et ces personnes sont dans leur... disons, majorité, ou en tout cas un grand nombre d'entre elles, sont exilées au Costa Rica. Et donc, la solution, c'est d'aller au Costa Rica, rencontrer ces personnes et les interroger au Costa Rica. Et puis, heureusement, on a les moyens technologiques qui sont... mais ceux d'aujourd'hui, finalement, on a Zoom, qui nous permet de parler à distance. C'est pas aussi bien, mais c'est une manière de contacter tout de même des gens sur place. Bien, nous vous souhaitons bonne chance, Garance Robert. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est ce qui termine notre émission sur le Nicaragua. Je remercie également l'équipe technique, notre recherchiste Emma Guerrero-Dufour, Canal Savoir Média, l'agence France Presse et le Cerium qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt.